Invité de ce France Info Soir, Victoria Charlton. Bonsoir. Le public français ne vous connaît pas beaucoup, ou pas encore très bien, mais vous êtes une star au Québec, d'où ce petit accent. Vous êtes la spécialiste des faits divers et ce soir, vous venez nous présenter le livre dont vous êtes l'auteur, le voilà, Gardez l'œil ouvert, aux éditions de l'Homme. Ça parle de quoi ? 15 histoires de disparition partout dans le monde, à des époques différentes, des histoires qui mettent en scène des enfants, des adultes, et voilà, des gros mystères de notre époque. C'est quoi? C'est des cold cases, enfin, on dirait plutôt affaires non résolues, c'est ça? Ça va, cold case. Oui, il y a quelques cold cases. Il y a des affaires plus récentes qui ont eu lieu dans les années 2010 environ, oui, donc toutes les époques. Alors, c'est quoi votre rôle dans ces histoires que vous racontez? Vous reprenez l'enquête à votre compte et vous essayez d'apporter quelque chose? Je pense que je me donne le rôle de raconter l'histoire, de la vulgariser, de faire comme un gros résumé de ces affaires un peu complexes parfois, pour les remettre, bon, je ne sais pas si au goût du jour, mais pour leur redonner la visibilité qu'elles n'ont plus avec les années, malheureusement, oui. Alors, comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce que vous commencez à travailler? Notamment, je crois que c'est une histoire que tout le monde connaît, c'est O.J. Simpson, c'est ça? Ouais. Par exemple, comment vous avez travaillé sur ce dossier? Bien, O.J. Simpson, j'ai lu, par exemple, bon, j'en parle pas dans mon livre, mais j'ai fait une vidéo. J'ai lu le gros livre de la procureure là, sur l'affaire O.J. Simpson. Elle écrit une grosse brique sur son expérience. J'ai regardé des documentaires, puis en fait, l'affaire O.J. Simpson est tellement compliquée, puis il y en a plusieurs qui me disaient « Je suis contente que tu m'en aies parlé parce que je savais pas vraiment ce qui s'était passé. » Et j'ai repris cette histoire, j'ai mis des photos, j'ai mis les théories. Je pense que c'est ça que je fais, là, vulgariser vraiment. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes comme un décrypteur qui va transformer quelque chose d'un peu complexe en une histoire beaucoup plus à la portée du public? Oui, en plus sur YouTube, bon, c'est sûr que ça... Bon, sur YouTube, je suis assise dans mon salon parfois, puis je raconte ces histoires, puis je le fais vraiment sans prétention. Parfois, je peux me tromper. Mais je pense que c'est ça, j'ai une manière peut-être de rejoindre mon public qui rend les histoires plus intéressantes. Alors, vous parlez de YouTube, c'est intéressant parce que vous jouissez déjà d'une solide réputation dans le milieu du crime grâce à votre chaîne YouTube spécialisée donc dans les affaires non élucidées. Ouais. Je crois que vous avez 400 000 abonnés, 400 000 personnes qui attendent fébrilement une nouvelle vidéo 2 fois par semaine, si j'ai bien suivi votre rythme. Tiens, comment a commencé cette aventure? Oui, comment on arrive à créer une chaîne YouTube consacrée aux faits divers? Oui, j'ai commencé un peu... je trouvais que j'avais ma place sur YouTube. Je voulais commencer des vidéos. J'ai commencé en faisant des vidéos humoristiques qui n'étaient pas très drôles, on va se l'avouer. Et ensuite, je suis tombée sur une histoire de crime, l'affaire Elisa Lam. Et je suis devenue comme un peu obsédée avec cette histoire. Et j'ai dit, c'est drôle, personne au Québec, personne n'est au courant de cette histoire parce que c'est juste en anglais. Donc, j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne, de raconter l'histoire à ma manière. Et cette histoire a eu beaucoup de succès. C'est quoi Elisa Lam en France, on ne connaît pas. Non, pardon, on connaît pas Elisa Lam. C'est une jeune Canadienne qui a disparu à Los Angeles. C'est vraiment une histoire bizarre parce qu'elle est disparue et les autorités ont décidé de publier ses derniers moments qui étaient dans un ascenseur. Et on la voit grâce aux caméras de surveillance. Elle est comme dans un état second, dans une sorte de psychose. C'est vraiment effrayant, cette vidéo. Et quelques jours plus tard, il y a les clients de l'hôtel où elle logeait qui se plaignent d'une mauvaise odeur de l'eau, où l'eau n'avait pas beaucoup de pression, l'eau de la douche. Et on a retrouvé la pauvre Elisa Lam dans un tank d'eau sur le toit de l'hôtel. C'est une histoire horrible, tellement mystérieuse. Et je pensais comme juste à ça. Et j'en ai parlé sur ma chaîne. Ouais. Alors, vous en parlez avec votre propre style et votre manière de raconter. Je vous propose de découvrir un extrait, justement, un extrait de votre travail, de ce qu'on peut découvrir sur votre chaîne YouTube. Merci. Allô Internet, je suis en fin de retour chez moi avec mes petits chiens. Puis je vais vous dire, ça m'a vraiment manqué d'être à la maison. Je pense qu'ils se sont ennuyés de moi aussi. Aujourd'hui, je t'arrive avec un sujet, moi, je trouve qui fait peur. Mais je vais quand même le mettre dans les Chit Charlton parce que c'est comme un mystère plus que quelque chose qui fait peur, en tout cas. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler des catacombes de Paris. C'est un endroit très mythique, assez dark, je vous dirais, puis ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, puis là, j'ai fait les recherches sur le sujet, si je veux vraiment visiter ça. Vous me direz à votre tour si ça vous intéresse de visiter cet endroit, sinon, restez là.
Les catacombes de Paris, ça a toujours été un endroit mystérieux, très creepy, qui renferme énormément d'histoires, possiblement dangereuses, et qui laisse froid dans le dos. Savez-vous que dans les souterrains de Paris, il y a les restes de plus de 6 millions de personnes? Donc, ça peut pas être quelque chose de positif. Ça peut pas être la bonne énergie, c'est sûr que non. Les Français doivent connaître à peu près toute cette histoire-là, mais ceux qui la connaissent pas, je vais vous la raconter. Et ça se peut même qu'il y ait des Parisiens qui savent pas qu'est-ce qui se trouve dans les catacombes de Paris, ni l'histoire derrière tout ça. Au 18e siècle, à Paris, il y avait un énorme cimetière nommé les Innocents. Et le cimetière était surpeuplé, donc c'était un peu le bordel, là. Les gens étaient vraiment mal enterrés. Et les trous étaient mal refermés parce qu'il y avait trop de monde. Donc les gens du voisinage se plaignaient des mauvaises odeurs qui émanaient de la décomposition des cadavres. C'est très, très dark. Voilà, Victoria, un style très particulier. Alors, je ne sais pas si le nom de Pierre Bellemare, qui a été, comme vous, qui est un formidable conteur, vous dit quelque chose. Bon, lui, il n'est jamais apparu à la télévision avec son chien sur les genoux. D'où vous vient cette passion pour le documentaire criminel? Bon, on dirait que tout le monde me demande ça, puis ils s'attendent à une histoire rocambolesque. Mais non, c'est vraiment juste un intérêt que j'ai toujours eu. Et je me rends compte que je suis loin d'être la seule, là, avec 400 000 personnes qui me suivent. Je pense que c'est comme parti d'un intérêt un peu morbide, un goût de mystère, sensation forte. Et là, c'est rendu comme une réelle passion, là, puis j'en ai fait mon travail. Donc, ouais. Il y a des sujets qui intéressent davantage le public, le grand public que d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que vous avez un compteur sur votre chaîne YouTube. Vous savez combien de personnes voient vos vidéos. Donc, j'imagine qu'il y a certains sujets où il y a davantage de vues. Oui. Oui, en effet, les affaires criminelles des États-Unis, ça intéresse. Bon, peut-être parce qu'ils ont des histoires plus intenses, là, je ne sais pas. Des histoires criminelles des États-Unis, surtout quand ça met en scène des jeunes adolescentes, parce que c'est 90 des femmes qui me suivent. Je pense que c'est les histoires les plus intéressantes pour mes abonnés, ouais. Alors justement, qui vous regarde? Est-ce que vous connaissez l'âge de vos téléspectateurs? Oui, grâce à YouTube, ils nous donnent les statistiques. C'est 90 des femmes, 66 de la France. Et c'est 18-24 ans environ la moyenne d'âge. Ouais. Alors c'est étonnant parce que j'ai lu que vous appuyez énormément sur vos lecteurs. C'est-à-dire que vous échangez, vous discutez sur les réseaux sociaux. Ils vous amènent quoi, eux? Mes abonnés, ça? Oui. Ouais. Bien, c'est sûr que j'ai toujours un retour direct là, de mes vidéos. Par exemple, Victoria, ça, tu t'es trompée, puis ça arrive que je me trompe. Je travaille toute seule, là, j'ai pas de recherchiste derrière moi. Et ils vont surtout me proposer des sujets. Donc, j'ai une liste de sujets de 500 thèmes à couvrir sur ma chaîne parce que tout le monde me donne des idées d'histoires à couvrir. Il y en a aussi que, par exemple, un membre de leur famille est disparu, donc ils vont me demander de parler de cette histoire. Donc, ouais. Alors pourquoi un tel goût comme ça aussi prononcé du public pour ces crimes? Vous parliez de morbidité, c'est un petit peu ça quand même. Oui, j'ai toujours des réponses différentes. Les catacombes, c'est par rapport à d'autres sujets que vous abordez, c'est presque un des plus soft. Oui, en effet. Oui, tristement. Mais en fait, puis je me demandais aussi pourquoi c'était juste des femmes. Puis j'ai pensé à ça, c'est qu'en 2020, il y a tellement de féminicides là, en ce moment. On sait c'est quoi être femme et avoir peur dans la rue. Puis je pense que ces histoires-là que je raconte, ça leur donne... ça les amène à être au courant des dangers qui nous entourent, puis à être plus alerte à ces choses-là. Je pense que c'est pour ça. Vous parliez des féminicides. Il y a eu un gros débat il y a quelques mois en France. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où la protection des femmes a été largement abordée. Qu'est-ce qu'on en dit justement au Québec? En fait, il y en a partout. Là, moi, en ce moment, j'habite au Mexique, par exemple, puis je sais que le 9 mars, on va faire une journée contre les féminicides. Il n'y a aucune femme qui va aller travailler, aucune femme qui va aller à l'école. C'est un réel fléau un peu partout dans le monde, là, en ce moment, les féminicides. Qu'est-ce qu'on en dit? On dirait qu'on ne trouve pas vraiment de solution. Je ne sais pas. Il va falloir qu'on change l'éducation de bien des gens, je crois. On va retourner un petit peu sur vos histoires et sur votre chaîne. Mon livre. Il y a quelque chose d'important, c'est que vous sourcez continuellement les documents sur lesquels vous travaillez. Ça, c'est une règle que vous êtes fixée? Oui, en effet. Je le faisais un petit peu moins au début, mais en fait, je me base sur des articles déjà écrits, sur des documentaires, des livres. Donc, c'est vraiment important pour moi de sourcer l'auteur.
surtout, bon, je le mets toujours dans mes mots. Je vais essayer de mettre mon petit grain de sel là, dans les histoires que je raconte. Mais oui, c'est vraiment important pour moi parce que j'invente rien, en fait. Ouais. Oui, j'allais vous dire, les histoires dont vous parlez, elles sont toutes vraies, en fait. Hein. Oui, en effet. Ouais, c'est tout. Alors, comment vous les choisissez? Vous avez une liste et vous dites, tiens, cette semaine, je vais faire plutôt ça ou ça? C'est ça, j'ai une liste. J'essaie de varier sur ma chaîne. Bon, je veux pas juste faire des histoires de disparition ou juste parler de femmes. Donc, j'essaie de varier, mais c'est vraiment selon l'intérêt que j'ai là, au moment. Ouais. Alors, dans votre livre, moi, c'est une des histoires qui m'a le plus émue, celle de Diane Oga. Oui, oui. Alors, et vous dites, je suis étonnée que personne n'ait résolu cette affaire. Pourquoi donc? Bien, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, même que mes abonnés sont au courant du phénomène du Missing White Girl Syndrome. Et c'est vraiment un phénomène assez important, c'est que les personnes disparues ou assassinées, quand c'est des belles femmes blondes, on va en parler dans les médias, on va en parler partout quand c'est des enfants. Mais j'ai l'impression que quand la personne a des problèmes, par exemple, de consommation, on va pas en parler. De drogue? Oui, de drogue. Ou même quand c'est des hommes, on va moins en parler. La couleur de la peau va influencer ce que les médias vont dire sur ces histoires. Et j'ai l'impression, justement, Diane Oga, il y a tellement d'indices sur sa disparition. C'est une histoire incroyable. Et je pense que malheureusement, à cause de ces problèmes de santé mentale, à cause des problèmes de consommation, on n'en parle pas du tout. Puis... On a l'impression, à vous entendre, qu'il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de dossiers qui ont été bâclés par la police. Oui. Bien, je suis toujours réticente à me prononcer sur le travail des policiers que, je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais en effet, il y a dans l'histoire que je couvre, là, il y a toujours des erreurs que je me dis pourquoi c'est arrivé. Ça aurait pu résoudre l'affaire, mais non, il y en a beaucoup. C'est triste, oui. Alors, quelle affaire dans toutes celles dont vous parlez, que ce soit sur YouTube ou dans votre livre, vous a demandé le plus de travail, finalement? C'est la plus complexe. En fait, je fais une fois par mois, j'ai commencé à faire des vidéos de plus d'1 heure. Et ça, c'est des affaires. Par exemple, il y a la disparition d'une femme aux États-Unis, Susan Powell. C'est une histoire encore là, il y a trop d'informations et je pense que je suis un peu obsédée par cette histoire-là. J'en parle toujours, ouais. C'est l'affaire, entre guillemets, de votre vie, celle qui vous a le plus surpris? Oui, Susan Powell, si les gens veulent regarder chez eux, ouais. Alors, vous avez un mode opératoire, c'est comme ça qu'on dit, aussi pour les écrivains. Vous accompagnez le lecteur dans votre enquête de manière extrêmement factuelle. Alors, j'ai repéré, vous dites souvent « à mes yeux ». C'est quoi l'objectif? En fait, quand j'ai commencé, j'ai tendance à donner mon opinion, puis des fois, on me le reprochait. Bon, qui es-tu pour donner ton opinion? Mais je le fais tellement dans mes vidéos. Et dans mon livre, j'avais tendance à dire, moi, je pense que la mère a dû se sentir comme ça à ce moment-là. Et justement, mon éditrice m'a dit, on va mettre à mes yeux parce que c'est ton style à toi. Donc, c'est ce que tu fais. C'est vrai que vous avez une approche où vous proposez votre théorie, plusieurs théories, mais il y en a une qui vous est souvent la plus logique, vous dites, plus logique. Oui, mais je le fais sans prétention, vraiment. C'est juste moi, en tant qu'écrivaine, là, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des familles de disparus qui font appel à vos services, ou en tout cas vous contactent pour parler de leurs proches? Oui, ça arrive de plus en plus. Je reçois des emails, des affaires, par exemple, des cold cases dont on ne parle plus, qu'on me demande de couvrir sur ma chaîne parce que, justement, j'ai quand même beaucoup de personnes qui me regardent. C'est quoi l'objectif pour eux? C'est que vous résolviez l'enquête ou que vous la médiatisiez juste? Ou qu'on lui donne la visibilité, en fait, qu'elle n'a plus. Par exemple, je pense à la famille de Tiffaine Véron, une Française qui a disparu au Japon. J'ai parlé de son histoire sur ma chaîne et la famille avait un GoFundMe pour aller poursuivre les recherches au Japon. Puis je pense que plusieurs de mes abonnés ont donné un montant d'argent. Ça a aidé la famille à retourner au Japon pour poursuivre les recherches. Donc, je pense que, à ma manière, je peux aider un petit peu sans résoudre l'enquête nécessairement. Mais... C'est ça la plus-value, Victoria Charlton, dans une enquête policière? Je pense que oui, oui. Vous avez jamais eu envie de devenir policière? Oui, des fois, je me dis, j'ai raté ma profession. Mais je pense que la manière que je fais, je comble mon désir de devenir policière. Ouais. Alors, il y a une image un petit peu étonnante que je vais vous montrer. Ouais. Vous êtes donc venu en France pour présenter votre livre. Ouais. Vous aviez rendez-vous dans un grand magasin situé sur les Champs-Élysées. Et vous attendiez à ce qu'il y ait quelques dizaines de personnes. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il y avait une queue jusque sur le trottoir. Ah ouais. Voilà, elle commence là et elle se termine sur les Champs-Élysées.
Ça vous a surpris, cette Ouais. passion des Français pour vous ou pour les affaires comme ça, criminelles? Oui, mais en plus, il y avait, il y avait les grèves à ce moment-là. Là. Donc, ça m'a vraiment surpris qu'il y ait autant de monde. C'était, faut le dire, c'était la première fois que je venais en France. Là. Et plusieurs de mes abonnés, bon, c'était la première fois qu'ils avaient la chance de me rencontrer. Mais en France, vous avez cette culture un peu du true crime qu'on appelle. Vous avez plusieurs émissions criminelles. Ça vous passionne aussi, là, apparemment. Ah oui, tout à fait. Ouais. L'affaire Grégory, ça vous parle ou pas? Oui, j'en ai parlé sur ma chaîne, puis un nouveau documentaire excellent là, sur ça. Parfait. Oui, c'est bon, ça doit être la plus grande tragédie, bon, la plus grande tragédie en France, mais un des plus grands drames, hein, je pense. Ouais. Finalement, vous vous présentez davantage comme une conteuse ou comme une enquêteuse? Une conteuse, 100 oui. Comme je dis, je veux pas dire que je vais résoudre les affaires, je veux juste partager ces histoires pour réveiller peut-être des gens qui sauraient des choses. Ouais. Pourquoi ça s'appelle garder l'œil ouvert? Parce que c'est... Bon, on comprend, mais ça fait peur, c'est un peu... Bien, il y a plusieurs significations, je crois, à ça, mais gardez l'œil ouvert, soyez alerte. Quand vous marchez dans la rue, soyez alerte, gardez l'œil ouvert. Aussi, gardez l'œil ouvert, par exemple, il y a plusieurs personnes disparues qui peuvent circuler parmi nous. Peut-être qu'elles sont en danger. Donc, gardez l'œil ouvert, se rappeler des personnes disparues, justement. Gardez l'œil ouvert si vous êtes témoin d'un événement. Ça peut dire plusieurs choses, oui. Les affaires sur lesquelles vous travaillez en ce moment et qu'on pourra peut-être retrouver dans quelques jours, pourquoi pas, sur votre chaîne YouTube, on peut savoir ce que c'est? C'est top secret? Non. Non, il n'y a pas de secret. Non, je parle d'une affaire qui a eu 5 suicides dans une fraternité aux États-Unis l'an passé. 5 suicides. Puis je couvre un peu cette affaire pour me demander qu'est-ce qui se passe là, dans cette fraternité. Ouais. Voilà, et ça sortira quand? Mercredi prochain, je pense. Oui, mercredi. Vous avez profité de votre séjour à Paris pour visiter et pourquoi pas découvrir des histoires un peu plus françaises? Je vais essayer, oui. Bonne idée, oui. Bon, Oui. eh ben on suivra ça avec attention. Merci. Voilà, Victoria Charlton, gardez l'œil ouvert. 15 histoires de disparitions mystérieuses à lire dans l'ordre que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Oui. Et puis bien sûr, la chaîne YouTube, 2 parutions par semaine avec vous, Victoria. Oui, merci beaucoup Merci à de vous. votre présence Merci. en France C'est et gentil. chez France Info Soir. Merci.